Ok, on est parti. Salut tout le monde. Aujourd'hui, une vidéo principalement pour les coachés sur un sujet, peut-être le sujet qui revient le plus, en tout cas de mon expérience, sur que ce soit pour de la remise en forme, en tout cas pour les objectifs physiques, hein, que ce soit du coup remise en forme, pour la confiance, pour le bien-être, pour l'esthétique, même parfois pour la performance, mais aussi pour la santé. C'est, on va dire, la préconisation qui revient peut-être le plus souvent aussi pour des problématiques de santé, c'est la perte de poids. Donc c'est un très gros sujet. Euh, il y a énormément de choses à dire. Quand j'ai préparé le plan de la vidéo, je me suis rendu compte que il y avait plein de choses à partager. Donc je ne vais pas pouvoir tout dire. J'ai essayé quand même de concrétiser, de mettre toutes les infos qui me paraissaient le plus important, en tout cas que j'avais envie de partager dans un premier temps. Je vais essayer de synthétiser ce que j'ai du mal à faire d'habitude pour pas que ça soit indigeste, mais quand même de donner suffisamment de choses assez concrètes pour que la vidéo soit vraiment utile et qu'elle vous aide peut-être, j'espère en tout cas, à passer un petit cap ou à avoir une ou plusieurs infos vraiment utiles qui peuvent vous aider dans cet objectif. Donc ça va être un peu long quand même. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne soit pas trop, mais ça va prendre un peu de temps, donc je vous conseille d'avoir un peu de temps devant vous, soit avec l'écran, parce que du coup j'ai créé une petite carte mentale pour guider un peu les idées, ce qui va peut-être aider à retenir, et moi ce qui va m'aider à avoir un fil conducteur. Après vous pouvez aussi écouter ça en mode podcast, et à mon avis, je pense, on va voir, mais il y a des chances que ça soit en deux parties. Donc voilà, on est parti. Donc le thème, le sujet aujourd'hui, c'est la perte de poids et notamment comprendre un peu comment ça fonctionne, plutôt on va dire déjà en théorie, éviter les pièges et casser un peu certaines barrières et certaines croyances que j'entends encore pas mal et réussir sur le long terme, en tout cas donner des pistes pour optimiser les chances de mettre en place une perte de poids et de réussir à maintenir son poids avec la création des habitudes, etc. Le premier, déjà, première partie, une petite introduction donc, sur le corps humain et l'adaptation. Je voulais juste remettre un peu de contexte parce que c'est vrai que tout ce qui est lié à la perte de poids, on voit ça comme des mécanismes un peu négatifs, comme le fait par exemple d'être capable de stocker de la graisse, donc ce qui est la problématique principale, enfin stocker de l'énergie, mais principalement en général sous forme de graisse, ce qui est la problématique du coup principale qui fait qu'on prend du poids. Et du coup, à la base, qui est quand même un mécanisme qui a un rôle pour, on va dire, permettre la survie. En tout cas, si on imagine, voilà, si on remet un peu de contexte, je ne vais pas dire que je fais de l'anthropologie, que je ne suis pas historien non plus, mais le mécanisme de base, c'est quand même un mécanisme très utile d'être capable, quand on a un surplus d'énergie, de le stocker sur nous pour pouvoir, lorsqu'on a moins d'abondance, ce qui était probablement le cas il y a des milliers d'années, utiliser cet excès d'énergie qui est du coup sous forme de graisse principalement, comme si notre réservoir de voiture il était capable de grossir lorsqu'on a beaucoup de carburant à disposition et qu'ensuite on pouvait le consommer pendant assez longtemps lorsqu'on a moins d'apports qui viennent de l'extérieur. Donc, à la base, cette capacité à stocker la graisse est plutôt une fonction d'adaptation par rapport à l'environnement et de survie, comme la faim, qui est, du coup, on peut difficilement parler de la perte de poids et de la réussite ou de l'échec d'une perte de poids sans parler de la faim, puisque c'est a priori l'un des facteurs, peut-être le facteur principal qui est responsable de l'échec des pertes de poids. C'est le fait qu'on a faim. Si on n'avait jamais faim, eh ben, on aurait, pour la plupart des gens, pas de problème à perdre du poids. En tout cas, à condition de savoir juste qu'il faut diminuer ses apports, même si bien sûr on va aller un peu plus dans le détail dans la vidéo, mais en principe, diminuer ses apports caloriques, c'est une des solutions. Pourquoi on a du mal à diminuer nos apports caloriques? C'est parce que en général, le corps il va de plus en plus nous pousser à consommer de la nourriture, de plus en plus quand on a faim, et la faim peut être un mécanisme très fort. On le sait tous, c'est difficile à expliquer, mais ça peut être presque une torture si on est vraiment en restriction extrême. Et donc, la faim, c'est un mécanisme aussi physiologique très puissant qui, à la base, va nous pousser, nous motiver à aller chercher de la nourriture parce qu'on en a besoin, parce qu'avant, on n'avait pas forcément cette abondance.
Donc aujourd'hui, dans la société moderne, ça peut être considéré comme des mécanismes parasites, des mécanismes problématiques, mais à la base, encore une fois, ça avait du sens. Et donc apprendre à gérer sa faim, on va le voir plus tard, mais c'est une des manières puissantes pour justement optimiser, mettre un maximum de chances de son côté, de mieux gérer son poids. Et ensuite, je parle rapidement de l'adaptation énergétique. Tout simplement, en fait, c'est un terme qui peut paraître un peu complexe, mais c'est juste pour dire que le corps, il est capable de s'adapter pour, encore une fois, protéger un peu notre énergie. Il a un peu un mode d'économie d'énergie. Il n'a pas, on va dire, c'est pas on-off, c'est juste qu'il va être capable d'adapter sa consommation en étant plus ou moins efficient. Déjà, il faut savoir, ça, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus, mais quand on va s'entraîner et qu'on est en restriction calorique, a priori, le corps il est capable de rendre nos mouvements un peu moins consommateurs, pour à peu près les mêmes mouvements. Donc, il a une capacité déjà à économiser un peu l'énergie comme ça. Et aussi, ce qui va être probablement le plus impactant, et là, on peut avoir un impact par contre dessus à condition d'en être conscient, c'est qu'en général aussi, quand on est en restriction, plus ou moins importante, en général, plus c'est important, plus ça va être un effet puissant, eh bien, on va être moins motivé à bouger. Par exemple, si on a l'habitude le soir d'être debout, de jouer avec ses enfants, peut-être que si on est en régime ou qu'on se sent en restriction ou qu'on lève physiologiquement, eh ben, on va avoir plutôt tendance à se mettre dans le canapé et à moins bouger. Et tout ça, ça fait que même si on consomme moins de calories, des fois, on a aussi une dépense qui diminue et qui peut même, on va aller un peu plus dans le détail après, mais faire qu'au final, on ne perd pas de poids parce que sans s'en rendre compte, inconsciemment, on bouge moins et on est de nouveau à l'équilibre. Et voilà, c'est un frein potentiel à la perte de poids. Mais encore une fois, tout ça, c'était juste pour contextualiser, pour dire que le corps, il a des mécanismes qui, à la base, sont là pour nous protéger, que c'est bien d'en avoir conscience et de comprendre qu'ils ne sont pas à la base contre nous, mais il faut comprendre un peu comment ils fonctionnent pour comprendre comment compenser et réussir malgré ça. Ensuite, fonctionnement entre guillemets théorique, mais on va dire le fonctionnement de la perte et de la prise de poids sur le papier. Donc, il y a un concept très important, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est la balance énergétique. Ça décrit tout simplement l'équilibre entre nos dépenses caloriques, nos dépenses énergétiques et notre apport calorique, notre apport énergétique. Et c'est une balance qui, on va dire, est tout le temps entre guillemets présente, qu'on peut la faire sur une journée, on peut la faire sur une semaine, on peut la faire sur un mois. C'est tout simplement, encore une fois, l'énergie qui rentre et l'énergie qui sort, sachant que le corps ne peut pas produire d'énergie. Le corps il est soumis aux lois de la thermodynamique, on appelle ça, mais en gros aux lois de l'énergie. Il y a des calories, il a besoin de calories pour faire fonctionner les muscles, pour faire fonctionner les organes. C'est un peu comme un carburant tout simplement qui va brûler et produire de l'énergie pour faire fonctionner tout ce qui a besoin de fonctionner à l'intérieur. On lui apporte via les aliments, que ça soit solide ou liquide. Et après, lui, il en a besoin, il dépense, et ce qu'il y a en surplus, il va être obligé de le stocker. Donc en fait, la balance énergétique, elle va, entre guillemets, décrire cette différence entre ce qu'on consomme et ce qu'on dépense. Donc l'énergie, du coup, c'est les calories. Les calories, c'est l'unité pour décrire l'énergie. Et on parle aussi de kilocalories. En général, en fait, on parle de calories. Parfois, on voit écrit cal. Donc c'est kilocalories. Il faut savoir que quand on parle de calories, en fait, on parle des kilocalories. C'est juste un petit point important puisque derrière les paquets ou autres, des fois ça va être écrit cal, des fois ça va être écrit kilocal sur les machines aussi de cardio ou autres. Vous embêtez pas, vous inquiétez pas, c'est la même chose. Okay, donc c'est une unité standardisée, mais des fois elle n'est pas écrite exactement pareil. Donc cette balance, c'est la différence entre ce qui rentre et ce qui sort. Et sachant que le corps ne peut pas produire de l'énergie, il ne peut pas faire disparaître l'énergie non plus, ça c'est une loi sur l'énergie, on ne peut pas faire disparaître l'énergie, on doit la transformer, on doit l'envoyer ailleurs. Et le corps, il ne peut pas prendre une énergie en surplus et juste l'évacuer. Lui, il pourrait potentiellement l'évacuer, mais lui en tout cas, s'il a de l'énergie en surplus, il va la stocker. Okay, principalement. Et principalement sous forme de graisse. Okay, il n'y a pas que ça, mais c'est le stock principal, ça va être de la graisse. Et donc, cette balance énergétique, concrètement, quel est le lien avec la perte ou la prise de poids? C'est que si la balance énergétique,
elle est équilibrée, c'est-à-dire qu'on a autant d'apports que de dépenses, et ben on est en maintien de son poids. Et bien sûr, c'est jamais le cas exactement, parce qu'en fait, tout ça, c'est des phénomènes, là c'est la théorie, mais la réalité c'est que c'est des phénomènes qui bougent toute la journée. À un moment on mange, à un moment on dépense un peu plus. En fait, on est tout le temps comme ça en train de basculer un peu de chaque côté. Ce qui compte, ça va être la moyenne sur des jours, des semaines, des années. Des fois on peut perdre un peu de poids, des fois on peut en reprendre, mais la balance, elle illustre cet équilibre-là. Donc après, on peut l'imaginer sur une journée. En général, c'est comme ça qu'on fait. C'est la dépense moyenne sur une journée face à notre consommation moyenne sur une journée. C'est souvent comme ça quand on va regarder notre métabolisme, si vous faites un calcul sur Internet, en général, on va vous donner votre consommation quotidienne. C'est un peu la référence. Mais bien sûr, on ne dépense pas exactement pareil tous les jours, on ne consomme pas exactement pareil tous les jours. Voilà. Mais en moyenne, si votre rapport du coup sur la balance, il est plus important que votre dépense, eh bien, vous allez avoir un apport énergétique en surplus. Et si vous faites ça du coup plusieurs fois, plusieurs jours, plusieurs semaines, bah, en fait cet apport énergétique il va être à chaque fois stocké et du coup il va être transformé en graisse, la réserve d'énergie principale du corps. Si à l'inverse, si vous êtes à l'équilibre, si imaginons dans un monde parfait théorique, ce qui est impossible, mais tous les jours vous dépensez exactement pareil et vous consommez exactement pareil, et ben votre corps il va juste prendre à chaque fois, il va juste avoir l'énergie exacte qu'il faut pour faire fonctionner tous ces systèmes et rien de plus, rien de moins. Du coup, vous allez maintenir votre poids. Et si votre balance énergétique, du coup, vous avez un déficit calorique, c'est ce qu'on appelle un déficit, donc vous avez moins d'apports donc alimentaires, soit les aliments solides, les aliments liquides, tout ça cumulé, que de dépenses au quotidien, et ben, il va utiliser, puisque du coup il n'a pas suffisamment de calories pour faire tout fonctionner ce dont il a besoin, il va utiliser les réserves, donc principalement encore une fois les réserves de graisse. Il y a aussi un peu de réserve de sucre dans les muscles, mais c'est beaucoup moins important. Mais voilà, il va utiliser les réserves de graisse, et c'est donc ces réserves qui sont disponibles pour pouvoir faire fonctionner, pour compléter les calories qui lui manquent. Voilà, c'est ça le principe de la balance énergétique. Et donc, si on veut perdre du poids, il faut qu'on arrive à créer un déficit calorique plus ou moins important. Encore une fois, c'est là où on va faire un régime plus ou moins agressif, plus ou moins extrême, entre guillemets. Ça va dépendre de plein de choses, mais voilà. Donc, plus ou moins important. Et plus on crée un déficit important, plus on peut avoir une perte de poids théoriquement rapide. Mais par contre, plus on va devoir potentiellement aussi couper des calories dans ce qu'on mange au quotidien. Donc, il faut trouver le bon curseur pour que ça soit quelque chose, que ça soit tenable, sachant qu'on peut faire varier ça au fur et à mesure du temps, etc. Bref. Mais en gros, on crée un déficit calorique pour ensuite créer une perte de poids. Okay, parce que le corps va devoir prendre dans les réserves. Et encore une fois, il faut créer un déficit calorique sur plusieurs jours, plusieurs semaines. On ne fait pas ça que sur une seule journée, sachant qu'on peut avoir des jours où on va de nouveau être en maintien, ou parfois peut-être on va redépasser, mais ce qui compte, ça va être qu'en moyenne, sur une semaine par exemple, vous ayez créé un déficit suffisant sur la semaine. Si vous compensez tout votre déficit par un surplus calorique le week-end, si vous faites 300 calories par exemple de déficit par jour pendant 5 jours, ça vous fait 1500 calories du lundi au vendredi. Si par contre le week-end vous prenez 1000 calories en excès le samedi et 1000 calories en excès le dimanche, vous avez 2000 calories de surplus. Ça vient vous faire sur la semaine 500 calories en excès par rapport à ce dont le corps a besoin. Et vous comprenez là qu'en fait sur la semaine, vous avez fait des jours en déficit, vous avez eu l'impression de faire attention pendant 5 jours et vous avez eu 500 calories au final dans la semaine de surplus. Et donc vous n'êtes pas sur une perte de poids sur la semaine, en tout cas vous êtes sur un surplus qui va, si vous faites ça plusieurs fois, si vous répétez ça, vous avez une tendance à prendre du poids petit à petit parce que vous êtes en surplus, les calories, il va falloir les stocker. 500 calories, c'est pas énorme, ok. Encore une fois, il n'y a rien de, je ne dramatise pas, il n'y a vraiment rien de mauvais en soi. Tout ça, c'est juste à contextualiser, mais c'est pour expliquer des choses qui sont très concrètes puisque c'est des choses qui arrivent souvent. On a l'impression de faire des efforts. 500 calories, pour certaines personnes, ça va être difficile à trouver parce qu'ils vont avoir l'impression de changer des choses, parfois pas les bonnes choses en plus. Et du coup, tous les jours, vous avez l'impression de faire gaffe 5 jours. On se dit, je fais attention 5 jours et je ne fais pas attention 2 jours. Normalement, je fais quand même plus souvent attention que l'inverse, et donc ça doit payer. Eh bien, pas forcément. Et donc, en comprenant ça, on va pouvoir faire plus attention à ce genre de choses.
Ok. Donc tout ça, c'était pour parler de la balance énergétique et donner des choses un peu plus concrètes dessus. Parce que c'est important de comprendre ça. En comprenant ça, on va peut-être dédramatiser certaines choses. Et après, je vais vous donner des choses plus concrètes pour éviter justement des erreurs, etc. Donc voilà, j'espère que ça a illustré suffisamment bien cette balance théorique qui ne suffit pas après forcément pour concrètement se dire maintenant, ok, qu'est-ce que je fais concrètement tous les jours dans mes repas et tout ça. Mais par contre, ça permet déjà de prendre du recul et de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Ensuite, je vais aller un peu plus en détail sur les apports énergétiques, qu'est-ce que c'est, et ensuite la dépense énergétique, et puis on va parler rapidement du métabolisme. Apport énergétique, donc c'est tout ce que vous consommez, tout ce qui apporte de l'énergie à votre corps. Donc concrètement, ça va être les aliments solides, ça va être aussi les liquides, les boissons. En gros, c'est comme ça qu'on apporte des calories à notre corps. Ok, là, j'ai à peu près tout résumé. Mais les pièges, ça va être qu'il y a plein de choses où on ne voit pas forcément les calories qui sont dedans. Ça, je ne vais pas aller dans le détail sur cette partie-là. Mais voilà, c'est vraiment souvent le diable est dans les détails, on va dire, sur ce genre de choses, sur les apports énergétiques. Les gens se focalisent sur l'arbre qui cache la forêt. Bon, je vais arrêter avec les métaphores, mais en gros, souvent, on ne regarde pas au bon endroit. On se dit, cette semaine, c'est vrai que j'ai pris une part de gâteau et puis j'ai mangé un burger. Donc, bon, bah, ouais, je sais que ce n'était pas idéal pour la perte de poids. En fait, souvent, ça, c'est vraiment un détail dans la semaine. Par contre, les choses qui comptent vraiment, en général, pour l'instant, pour la plupart des gens, encore une fois, ça va être un cumul de petits détails, de choses invisibles, comme par exemple le sucre dans le café. Tous les jours, par exemple, je me prends un cappuccino ou un café caramel. Bon, là, je suis un peu sur le café, mais voilà, c'est des petits détails. J'ai ma bière, j'ai genre 2 bières le week-end qui va me faire 400-500 calories de plus. J'ai en fait, déjà notamment souvent les boissons, du coup. Là, j'étais sur les boissons, ça peut être aussi les sodas. En fait, c'est des choses qu'on normalise vraiment, même si on sait que ce n'est pas idéal, mais on ne se rend peut-être pas compte de la vraie fréquence à laquelle on les consomme. Et ça a l'air moins qu'un burger ou que d'autres choses comme ça. Sauf qu'en fait, c'est des choses qui souvent ne calent pas. C'est des choses qu'on peut faire potentiellement plus fréquemment parce que le burger, on va se dire, ah, c'est mon burger de la semaine, voilà, on va peut-être le faire une fois dans la semaine, sachant au passage qu'un burger n'est pas forcément mauvais. Hein. Okay, si on sépare tout, le pain, le steak, la salade, etc., c'est peut-être juste une assiette équilibrée. Si on les met ensemble, ça devient un burger. Mais bref, tout ça pour dire, je ne sais plus où j'en étais, mais voilà, des fois on voit des choses trop grosses et on se dit c'est ça le problème. Et en fait, on ne voit pas tous les petits détails qui sont éparpillés dans la journée. Et ça, c'est vraiment un des axes souvent, donc je vais en parler un peu après. C'est un des premiers trucs qu'on peut faire quand on veut mettre en place une perte de poids. C'est de regarder donc, toutes les actions les plus rentables avec le moins d'efforts. Donc il y avait un terme en anglais qui s'appelle le low hanging fruit, c'est-à-dire attraper le fruit qui est le plus bas. Je n'ai pas la traduction en français, mais en gros, c'est comme ça qu'on appelle cette méthode d'identifier les points les plus rentables avec le moins d'efforts. Donc, je vais remplacer par exemple un snack, par exemple le matin, par une petite poignée d'amandes. Si on avait tendance à prendre une barre chocolatée, plus une viennoiserie ou un cappuccino, etc., remplacer par un truc un peu plus sain qui parfois va nous caler un peu plus. Enfin, voilà, c'est des petites actions efficaces et surtout souvent c'est aussi des actions qu'on fait souvent et du coup en les remplaçant le cumul fait que c'est assez impactant positivement sur la perte de poids. Donc là j'ai encore fait une tangente, mais voilà, pour les apports énergétiques c'est tout ce qu'on va ingérer. Les dépenses énergétiques, donc là ça va être tout tout ce qui consomme de l'énergie on va dire pour faire fonctionner le corps. Il va y avoir, du coup, je vais revenir juste après sur le métabolisme un peu plus, mais en gros, le métabolisme de base, donc ça, en gros, c'est l'énergie, enfin, je vais faire clairement, en termes de vocabulaire, je vais peut-être pas être scientifiquement exact, mais le but c'est plutôt de trouver des mots pour qu'on se comprenne. Le métabolisme de base, c'est, on va dire, tout ce qui est les fonctions de base du corps, ce qui va consommer de l'énergie
même au repos, même quand on fait rien. Donc pour vulgariser, en gros, c'est le fait de l'énergie qu'on a besoin pour faire fonctionner nos organes, pour le cœur, pour respirer, pour notre système sanguin, notre système immunitaire, enfin voilà, toutes les réactions de base qui vont se produire dans le corps, même quand on fait rien du tout, quand on est allongé. Après, je vais parler du métabolisme pour parler grossièrement un peu de tout ce qui consomme de l'énergie au sein du corps, mais d'un point de vue scientifique, voilà, encore une fois, c'est peut-être pas parfaitement exact, mais je pense qu'on va mieux se comprendre comme ça. Ensuite, on va rajouter aussi dans cette dépense énergétique la digestion. Donc le fait de digérer des aliments consomme de l'énergie. Donc en fait, par exemple, si on digère un aliment, imaginons on consomme un aliment qui fait 100 calories, je dis un chiffre un peu au hasard, mais l'ordre de grandeur n'est pas déconnant. Il y a peut-être 10 calories sur ces 100 calories qu'on a consommées qui vont être utilisées, qui vont être réutilisées pour digérer l'aliment, pour tout le système digestif. Sachant que d'un aliment à l'autre, tous les aliments n'ont pas le même impact sur l'énergie qu'il faut pour les digérer. En général, les aliments plus bruts, donc ce qu'on a tendance à vouloir préférer pour la santé, les aliments moins transformés, ont tendance à aussi demander plus d'énergie à être consommés, ce qui est plutôt positif pour la perte de poids. Ensuite, on a l'activité physique. Il y a différents niveaux d'activité physique plus ou moins consciente. On va dire dedans, il y a l'activité physique inconsciente. Donc par exemple le fait de gigoter, de bouger, de se gratter ici, de bouger les pieds, etc. L'activité, on va dire les mouvements physiques inconscients, qui peut être quelque chose qui va être réduit justement quand j'ai parlé d'adaptation énergétique tout à l'heure. C'est le genre de choses que inconsciemment, qui peut être réduit lorsqu'on est sur une perte de poids parce que notre corps du coup va vouloir économiser de l'énergie, on va moins gigoter entre guillemets. Il y a aussi l'activité physique volontaire mais non liée à l'exercice. Donc ça va être tout ce qu'on fait au quotidien, par exemple dans notre travail, notamment si on a un boulot physique, si on est mécanicien ou autre, on déplace des choses, quand on marche. Ça s'appelle le NEAT, N-E-A-T, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est un terme qui veut dire Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc ça veut dire en gros, la thermogénèse, c'est tout simplement pour dire en gros l'énergie qui est brûlée, on va dire, avec l'activité physique non liée à l'exercice. Donc ça, c'est le NEAT, c'est tout ce qui est activité physique au quotidien, mais on va dire que ce n'est pas dans le cadre d'un entraînement ou d'un exercice. Mais en augmentant son NEAT, son activité non liée à l'exercice, c'est un gros levier pour augmenter sa dépense énergétique. Et enfin le dernier, ça va être la dépense énergétique liée justement à l'exercice. Donc là, on va s'entraîner. Voilà, la différence avec la dépense non liée à l'exercice, après c'est un peu subjectif. Si on choisit que la marche c'est notre sport, bon, voilà, c'est à nous de voir comment on le considère. Mais en tout cas, on peut rajouter ça comme une autre catégorie, c'est la dépense liée aux entraînements, aux exercices. Et donc tous ces éléments-là vont constituer, on va dire pour simplifier, pour vulgariser, le métabolisme global, tout ça, on va dire, ça s'appelle le métabolisme. D'un point de vue scientifique, je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'ils appellent le métabolisme si on met tout dedans, mais c'est la dépense énergétique totale au quotidien, dans la semaine, dans le mois, etc. Ça va être l'assemblage de tous ces facteurs-là, toutes ces dépenses-là. Et ensuite, du coup, je fais la transition avec le mot métabolisme, qui est un peu un mot mystère, un mot qui revient souvent, métabolisme lent, métabolisme rapide. C'est un peu un mot fourre-tout. Il faut augmenter son métabolisme, etc. Du coup, tout simplement, ce que je dirais, c'est que en fait, pour moi, sur les réseaux, du coup, ou de manière générale, quand on parle du métabolisme, on parle de ce que je viens de parler là, ce dont je viens de parler là. Soit le métabolisme de base, donc au repos, on va dire quand on fait rien, et ça, c'est un peu le corps qui va fonctionner plus ou moins vite, et en effet, il peut y avoir des choses qui vont impacter là-dessus. C'est un petit peu plus compliqué, ça va dépendre peut-être plus de choses hormonales, etc., du sommeil. Voilà, c'est le corps qui va réguler plus ou moins cette activité métabolique. Mais après, il y a aussi les éléments qu'on peut un peu plus maîtriser, comme ce qui est lié à l'activité physique volontaire. Et donc, si quelqu'un par exemple dit il faut que je fasse de l'activité physique pour augmenter mon métabolisme, on va se dire ça s'entend d'un point de vue pour se comprendre. Scientifiquement, je ne sais pas trop si c'est le bon terme,
Mais maintenant, vous pouvez comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. En effet, si on met tout ce qu'on a dit là dans les dépenses, qu'on considère que c'est le métabolisme global, qui inclut le métabolisme de base, la digestion, etc., et l'activité physique, et bien en effet, si on augmente son activité physique au quotidien, soit en allant marcher, soit en faisant de l'exercice, on augmente son métabolisme, autrement dit, sa dépense énergétique au quotidien. Voilà, tout simplement. C'est pour démystifier un peu ce terme-là. Après, par contre, dire qu'on va booster son métabolisme de base, on peut aussi jouer sur le métabolisme, la consommation de base. Il va y avoir des choses comme par exemple la masse musculaire. La masse, plus quelqu'un à poids égal, par exemple quelqu'un de 80 kg, s'il a 60 kg de masse musculaire, enfin de masse maigre, parce qu'après il n'y a pas que la masse musculaire, mais de masse maigre, ou 70 kg de masse maigre, celui qui a 70 kg va dépenser sans rien faire plus de calories, parce que la masse musculaire consomme au repos plus de calories. Okay, donc ça, par exemple, c'est une manière d'augmenter son métabolisme de base. Donc en effet, le métabolisme de base varie, mais après, voilà, ça va être pas forcément les mêmes leviers, mais en général, ce qui va prôner la santé, etc., le fait de faire de la musculation, le fait de mieux manger, ça va aller dans ce sens-là, ça va quand même booster le métabolisme général, mais tout simplement pour démystifier un peu ce truc du métabolisme, de booster son métabolisme, en fait, c'est des choses assez évidentes, et souvent, c'est pas de la magie.